Bienvenue dans les aventuriers de la pensée. Aujourd'hui, une question traverse tout l'épisode. Comment une société se raconte-t-elle son propre passé? Comment décide-t-elle ce qu'il faut retenir, célébrer ou au contraire oublier? Notre guide est l'historien français Pierre Nora. Entre 1984 et 1992, il pilote une entreprise collective titanesque, les lieux de mémoire. 7 volumes, des dizaines d'auteurs, un chantier qui a redéfini la façon dont nous pensons la mémoire collective. Et au centre, une idée qui va transformer notre manière de penser la mémoire collective. Autrefois, les sociétés vivaient dans la mémoire. Maintenant, elles doivent la fabriquer, la conserver, l'organiser, elles font de l'histoire. Comment comprendre que nous avons désormais besoin de musées, de monuments, de manuels scolaires, de commémorations officielles pour nous souvenir de nous-mêmes? Pour saisir le projet de Pierre Nora, il faut commencer par resituer le monde d'avant. Dans les sociétés paysannes ou traditionnelles, on vivait dans ce qu'il appelle des milieux de mémoire. La mémoire ne se conservait pas dans des livres ou des musées, elle se vivait. Elle était dans les gestes du travail, dans les veillées, dans les fêtes de village, transmises de génération en génération sans qu'on y pense. C'était une mémoire vivante, spontanée, presque biologique. Mais la modernité a brisé ces chaînes de transmission. L'exode rural, l'industrialisation, la culture de masse ont dissous ces communautés. Nous ne vivons plus dans la mémoire. Nous avons le sentiment qu'elle nous échappe, qu'elle meurt. C'est précisément pour cela que nous avons inventé les lieux de mémoire. Parce que la mémoire ne vit plus d'elle-même, nous nous sentons obligés de la stocker, de l'archiver, de la monumentaliser. Les musées, les archives, les anniversaires, ce sont des béquilles pour une mémoire qui ne marche plus toute seule. Nora a cette formule magnifique et terrible. Les lieux de mémoire sont des restes. Le but ultime d'un lieu de mémoire est d'arrêter le temps, de bloquer le travail de l'oubli. Ils sont la preuve que notre lien naturel au passé est rompu. Mais que recouvre exactement un lieu de mémoire? La définition de Nora est large. Un lieu de mémoire peut être matériel, la Bastille, l'Arc de Triomphe, un drapeau, un costume d'époque. Fonctionnel, une école, une ritournelle, une fête nationale. Symbolique, une image, une légende, une mythologie, même une chanson ou un dicton populaire. Ce qui en fait un lieu de mémoire, ce n'est pas sa nature objective, c'est le fait qu'une collectivité l'ait investi d'une signification, d'un affect, d'une émotion. Pierre Nora introduit une distinction décisive entre mémoire et histoire. La mémoire est vivante, affective, sélective, orientée vers l'identité. Elle change avec le présent, elle oublie ce qui ne nous intéresse plus, elle valorise ce qui nous définit maintenant. L'histoire est savante, systématique, documentée. Elle prétend à une certaine objectivité. Elle dit « voici ce qui s'est passé », à distance critique du passé. Or, un problème surgit. Les lieux de mémoire sont justement ces objets où l'on essaie de fixer la mémoire, de l'immobiliser, de la documentariser. On crée un musée, on pose une plaque commémorative, on institutionnalise la commémoration. À ce moment, la mémoire devient de l'histoire, elle se transforme en connaissance documentée, en interprétation, souvent en rhétorique politique. Nora l'observe avec un brin de regret. Quand on muséifie la mémoire, on court le risque de faire disparaître la chose vivante qu'elle était. Les commémorations deviennent routinières, les monuments froids. On honore le passé sans vraiment le vivre. Nora a choisi de faire son enquête sur la France. Pourquoi? Parce que la France vivait particulièrement intensément dans sa mémoire collective. La Révolution, l'Île-de-France, Jeanne d'Arc, Napoléon, la République. Les lieux de mémoire devient ainsi une exploration de ce qu'il appelle la géographie mentale de la France, les lieux qui organisent l'imaginaire national français, qui permettent aux Français de se sentir français. Mais dans les années 1980, Nora observe que cette mémoire nationale s'effiloche. L'empire colonial s'effondre, l'agriculture disparaît, la laïcité triomphe sur le catholicisme, le monde rural meurt, Paris n'est plus le centre du monde.
Qu'advient-il alors? Comment les gens se définissent-ils? Comment se reconnaissent-ils si les repères de mémoire s'évanouissent? C'est pour répondre à cette urgence que Nora crée son inventaire exhaustif. Il documente ce qui lui semble en train de mourir avant que cela ne disparaisse complètement. 7 tomes, dès lors, ce n'est pas un caprice éditorial, c'est la conséquence directe du projet. Faire une histoire de la France par ses symboles, ses monuments, ses textes, ses rituels, ses paysages, une sorte d'encyclopédie sensible de ce qui a fait et défait la mémoire française. La question de Nora, comment maintenir une mémoire collective quand les milieux de mémoire traditionnels s'effondrent, se pose aujourd'hui dans le monde entier. Partout, les sociétés se demandent qu'est-ce qu'on veut retenir de notre passé? Comment en parler? Qui a le droit de raconter cette histoire? Qu'est-ce qu'on oublie volontairement? Nora nous donne les outils pour penser ces questions. Avec lui, nous comprenons que la mémoire collective n'est jamais donnée, jamais achevée. C'est un travail, une lutte permanente pour décider ce qu'on veut retenir et transmettre. Les lieux de mémoire ne sont pas simplement des musées ou des monuments, ce sont des sites de conflits, de négociations, d'inventions permanentes. Chaque génération les réinterprète. Chaque communauté marginalisée peut chercher à créer ses propres lieux de mémoire, concurrents ou alternatifs à la version officielle. Nora nous laisse avec une question urgente. Dans un monde où les médias changent constamment, où les diasporas créent leur propre mémoire, où le passé devient plastique et réinterprétable, comment construisons-nous une mémoire commune? Dans le prochain et dernier épisode de cette saison, nous reviendrons avec Yvan Jablonka sur le lien que l'histoire entretient avec l'acte de création littéraire, une manière de tirer le fil de tout ce que la saison a fait sans toujours le dire explicitement, montrer que l'histoire n'est pas seulement une méthode, mais aussi une manière d'écrire le monde. En attendant, restez curieux.